Bonjour, je poursuis ma série de vidéos sur les options d'exécuteur dans MO2 et aujourd'hui on fait Xfade et Tracking. Xfade, assez simple. AB, c'est ascendant-descendant. Donc, le premier fader d'un crossfade serait les valeurs qui vont augmenter et l'autre fader serait les valeurs qui vont diminuer. Entre autres, je pense que ETC marche beaucoup comme ça, mais j'ai pas utilisé tant que ça des consoles ETC, fait que je sais pas si c'est encore comme ça, mais dans Express ETC, c'était comme ça. Split X-Fade. Split X-Fade, c'est super simple. C'est le premier fader du crossfade, c'est le Q actuel. Et le deuxième fader, c'est le Q vers lequel on s'en va. Fait qu'on peut fader séparément comme ça. C'est tout pour X-Fade. Ensuite de ça, on s'en va dans Tracking. Tracking, bon, j'expliquerai pas tous les concepts du tracking parce que c'est un concept assez standard. Ça n'a rien à voir avec Emma spécifiquement, là. Ça existe dans toutes les consoles. Donc, j'expliquerai pas ce que c'est, mais je vais expliquer comment Emma le gère dans ses options. Bon, premièrement, on peut tout simplement activer ou désactiver le tracking. Euh, J'aimerais d'ailleurs préciser que ça enlève les options de Move in Black, de désactiver le tracking. Ça, c'est important à considérer avant de décider de faire une séquence sans tracking, là. Donc, il y a ça. Ensuite de ça, Released First Step. Ok, ça c'est, tu sais, on a vu tantôt Wraparound, quand on arrive au dernier queue, puis qu'on s'en retourne au premier. Release First Step, ce que ça fait, c'est que ça va faire un semblant de break dans le tracking. En fait, ça fait un release dans le tracking lorsqu'on retourne au premier queue. Ça veut dire que lorsqu'on loop back, qu'on retourne au début, euh, tout ce qui avait de tracké à la fin n'existe plus. Il y a eu un release qui s'est fait sur le queue. Donc ça, c'est très utile pour ça. Mais ça peut des fois être bien de garder le tracking, là, dépendamment des situations, évidemment. Q0. Bon, Q0, c'est une façon pour Emma de gérer les valeurs par défaut si elles ne sont pas précisées dans le tracking. Q0, on peut l'activer, tout simplement. On peut l'activer pour Demeure seulement, All ou Effect seulement. Et là, l'affaire, c'est que lorsqu'on active le Q0, là, on peut plus, par la nature même du principe du Q0, on peut plus faire le release first step parce que quand on va looper au premier Q, il va prendre les valeurs par défaut du Q0. Donc là, c'est un autre mode de fonctionnement complètement, ça. Je ne m'attarderai pas trop longtemps sur Q0. C'est un concept un peu plus poussé, peut-être, là, qui, même je m'en sers pas vraiment. Il y a sûrement des gens qui s'en servent, là, mais c'est plus rare un peu. Là. Ça, c'est plus avancé. Fait que je ferai peut-être une vidéo à un moment donné spécifiquement sur Q0, mais là, je veux pas trop m'attarder. Par contre, lorsqu'on se met en demeure only, Release First Step est actif parce que on peut faire Release First Step pour tous les attributs sauf le demeure. Fait qu'à ce moment-là, ça fonctionne, évidemment. Ensuite de ça, je vais skipper AutoStomp. Je vais aller tout de suite à Q0 Extract parce que c'est un peu lié, là. Q0 Extract, ça fait que le Q0, plutôt que de faire un lien vers la valeur par défaut, le Q0 va être la valeur par défaut. C'est important de noter aussi, par exemple, que le Q0, on ne peut pas juste storer des valeurs dedans, là. C'est pas un vrai Q. Quoique techniquement, je pense qu'on peut éditer le Q0 si on le met en mode extract. Mais il faudrait que je vérifie, ça, je suis pas certain. Autostomp. Autostomp, c'est une fonction très utile que j'adore. Quand on est en tracking et qu'on store une nouvelle valeur. Donc, par exemple, j'ai une machine qui fait un effet, un signe de tilt, mettons. Okay? Elle fait un signe de tilt
Et là, je décide d'aller mettre une position. Donc maintenant, je mets mon tilt à 30 degrés, par exemple. Lorsque je vais mettre mon tilt à 30 degrés, si l'effet est encore actif, il va continuer à fonctionner autour de mon 30 degrés. Ce que AutoStomp fait, c'est qu'il détecte automatiquement quand je vais mettre 30 degrés, il va prendre mon 30 degrés, puis en même temps, il va stomper mon effet parce qu'il va comprendre que je veux qu'il arrête l'effet puis qu'il s'en aille à position. AutoStomp, ça sert à ça. Je me souviens même plus s'il est par défaut dans Emma ou pas, mais moi, dans mon show file, il est par défaut, certainement. Parce que sinon, il faut toujours aller mettre stomp sur l'effet avant de pouvoir mettre une valeur. Puis c'est juste, je trouve que ça, le workflow est plus rapide comme ça. Bon, le mode de position forcé, c'est quand on travaille en pan tilt puis XYZ dans le même show. On peut forcer l'exécuteur à utiliser un mode ou l'autre, dépendamment de la situation, évidemment. Peut-être que ça peut être utile en tournée, par exemple, là, si la scène n'est pas les mêmes dimensions puis on n'a pas le temps de calibrer, on est mieux d'y aller en pan tilt. Donc ça peut forcer le mode de position. Puis évidemment, là, il y a Active Position Data qui est l'équivalent off du filtre, si on veut. Là. Il n'ira pas choisir un ou l'autre. Il va prendre ce qu'il y avait dans le queue qui était par défaut, tout simplement. Timecode. Bon, ça c'est intéressant parce qu'on peut linker une des 8 slots de timecode à cette séquence-là ou mettre link selected qui est par défaut. On sait que. On voit Q0 aussi. Mais on sait que je peux mettre un trigger timecode puis faire un trigger à, je sais pas moi, 2 minutes 36 secondes du timecode, par exemple, sur un queue. Ça se fait. Puis, comment on détermine à quel timecode il va obéir? Ben, c'est ici qu'on peut le faire. Soit on fait link selected, qui à ce moment-là, c'est tout simplement, si je clear l'écran, puis que je vais chercher un pool de timecode, comme ça, en choisissant ça, l'exécuteur va obéir à slot que je choisis. Ça, c'est le fonctionnement standard dans Emma. Mais je peux aussi aller y préciser d'utiliser, par exemple, toujours le slot 3. Pourquoi je ferais ça? Ben, par exemple, que j'ai une salle de spectacle et le foyer qui sont tous les deux contrôlés par la même MA2. Et que moi, je veux prendre ça et je veux qu'il y ait une séquence qui roule dans le foyer selon une trame, par exemple, je sais pas, là, mettons, je tombe vraiment spécifique pour un show d'Halloween, puis j'ai des stroboscopes, puis des coups de tonnerre, puis je veux que les stroboscopes frappent avec le coup de tonnerre. Je veux que cette séquence-là roule là-bas, mais je veux avoir un autre timecode dans la salle principale. Là, à ce moment-là, si je sélectionne le même slot de timecode pour les deux, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il faut que je puisse séparer. Et c'est pour ça qu'il y a cette option-là ici de pouvoir choisir une slot de timecode en particulier par exécuteur si on veut. Et finalement, la dernière option, les input filters. On a vu le playback filter tantôt qui me permettait de choisir de faire jouer juste les positions d'une séquence ou juste mes beams dans une séquence qui contient toutes les fixtures. On a vu que c'est ce que ça faisait. Input filter, c'est un peu le même concept, mais plutôt que d'être pour le playback, c'est quand je fais store. Donc, si je voulais avoir une séquence qui store uniquement mes beams dans la séquence, ben, je pourrais aller là et prendre un world. Si je voulais une séquence qui store uniquement les effets, quand je fais store, il va prendre juste mes effets de mon programmeur, il ne touchera à rien d'autre. Je pourrais aller mettre mon filter FX only que j'ai déjà fait. Donc, c'est à ça que sert le filter, le input filter. Et c'est aussi ce qui conclut cette vidéo-là sur Xfade et tracking. On se revoit dans une autre vidéo pour Speed et Protect. Tiens, on va faire les deux en même temps. Bye bye!